Grandir en innovant, faire mieux que l'existant, ça m'anime depuis que je suis tout jeune. En 2008, je crée la Clinique du Coureur et là, tu touches à tous les pans de l'entrepreneuriat parce que tu démarres une entreprise. Démarrer une entreprise, c'est pas se construire comme entrepreneur en disant je suis un entrepreneur, donnez-moi quelque chose à faire et je vais faire de l'entrepreneuriat. Force de réaliser qu'à un moment donné, c'est les autres autour de toi et toute l'équipe qui est avec toi qui font en sorte que l'entreprise existe comme elle est aujourd'hui. Moi, je pense qu'affranchir une compagnie, la libérer en fin de compte des processus entrepreneuriaux classiques, va faire en sorte, en fin de compte, que tu vas créer davantage de richesses. Donc, on décide ensemble combien on se paye, comment on distribue les bénéfices qu'on a fait à la fin de l'année et quel projet on va faire ensemble et ainsi de suite. Les compétences du curriculum vitae, c'est-à-dire les compétences qui sont très techniques, qui sont j'arrive à faire telle chose ou telle chose, ne traduisent absolument pas des compétences humaines de l'individu. Si tu veux que quelqu'un soit performant dans ton organisation, il faut que cette personne-là soit capable d'être sur son X. Définis ce que tu aimes dans la vie et ce dans quoi tu es bon. Et il faut que minimum 60% de ton temps, tu sois sur ton niveau de compétence, c'est-à-dire j'aime et je suis bon, manquer de sensibilité, être centré sur soi, nourrir son ego, et c'est ce besoin justement d'être patron, d'être boss et ainsi de suite. Moi, je pense que là, il y a quelque chose clairement sur lequel il faut être très prudent. Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entendons. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de l'épisode tourné avec Blaise Dubois, physiothérapeute du sport et créateur de la Clinique du Coureur. Alors aujourd'hui, on va pas parler kiné, on va parler mais plutôt entrepreneuriat. Donc Blaise va nous parler par exemple de la notion d'entreprise affranchie, du fait d'être dans une entreprise sans patron, mais également d'être sur son X et bien d'autres choses encore. Allez, bon épisode. Ah, et avant que l'épisode commence, petit rappel sur ce qu'est Entendons. C'est simplement un podcast que tu vas pouvoir retrouver sur différentes plateformes d'écoute, Deezer, Apple Podcasts, Spotify, même YouTube en format vidéo et qui a pour but au final de te partager des échanges entre experts et expertes dans leur domaine sur des sujets divers et variés gravitant autour de la kiné, mais pas que. Mais sur ce, ne perdons pas une minute et place à l'épisode. Let's go. Ce que je te propose, là il nous reste assez de temps pour se dire qu'on bascule peut-être sur la partie 2 du podcast. Ouais. Qui est, là on va faire un virage à 180 degrés, on va plus parler spécialement de tendons, quoique, mais on va parler plus d'entrepreneuriat, un terme qui veut dire beaucoup et à la fois un peu obscur, je pense, pour ceux qui n'y sont pas spécialement sensibilisés. Voilà, pourquoi est-ce que je me suis dit que ce serait intéressant qu'on parle de ça, et pourquoi est-ce que même tu m'as confirmé que ce serait intéressant, c'est ton parcours, il est hyper inspirant, tu l'as dit au début. Si je reprends ce que tu m'avais dit, c'est tu es propriétaire de 15 cabinets, tu gères 260 employés, j'ai les chiffres sous les yeux parce que sinon je ne retiens pas, et aussi 80 intervenants de cours internationaux. Alors, ma première question, c'est comment on en arrive là où tu es aujourd'hui. Quel a été ton cheminement? Alors, tu t'étais présenté au début du podcast, mais je ne sais pas s'il y a peut-être d'autres choses aussi à dire, vraiment plus au niveau entrepreneurial, au niveau développement. Voilà, comment t'en es arrivé là? Parce qu'au final, j'ai l'impression que tu n'étais pas né avec ça dans les mains, entre guillemets. Donc, voilà, comment t'en es arrivé là, tout simplement? Concours de circonstances mélangé avec un peu de chance et beaucoup de passion, en fin de compte. Puis a posteriori, quand je regarde, tu sais, parce qu'on me pose souvent la question, est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce que ça se construit l'entrepreneuriat? Tu sais, c'est une question... J'allais te la poser en plus plus tard, donc c'est parfait que tu l'abordes. Bon, fait que, en fait, si je rembobine un peu, je réalise quand même que quand j'étais tout jeune, j'avais toujours plein de projets, j'avais plein de choses que je voulais faire. Mon why personnel a été défini assez tôt et reste toujours le même avec le temps, c'est-à-dire grandir en innovant. Innovant dans le sens de faire mieux que l'existant. Et ça m'anime depuis que je suis tout jeune. Je ne sais pas pourquoi. C'est mon moi profond. Et je réalise que quand j'étais plus jeune, j'étais sur la ferme au Lac-Saint-Jean et j'élevais des lapins. Et je faisais, en fin de compte, j'élevais des lapins que je vendais pour les manger, bien évidemment. Et en fin de compte, c'était un peu de l'entrepreneuriat parce qu'en fin de compte, je construisais les cages, je faisais les accouplements, puis je regardais mon nombre de lapins, puis je m'assurais qu'ils étaient en santé, puis que tout allait bien, puis je les nourrissais bien, puis là, j'allais faire du foin pour pouvoir... Donc, il y avait déjà, j'étais jeune, j'avais 10 ans à 14 ans, je vais dire à peu près. Euh, en fait, j'étais déjà, en fin de compte, dans cette vision entrepreneuriale, je dirais, qui était peut-être intrinsèque, innée. Après ça, je vais en physio. Il y a un autre point. Ici, on a un pré-universitaire qui est le cégep et je vais au cégep et
au cégep, je joue au foot et avec le foot, ben, je gagne l'esprit d'équipe de l'année. Donc, j'avais en fin de compte, probablement quelque chose de très fédérateur autour de moi, tu sais, Mhm. m'entourer de bonnes personnes et ça m'habitait probablement déjà jeune et d'essayer d'être collaboratif avec les gens autour. Et dans l'équipe de foot, en fin de compte, dans laquelle j'étais, ben, j'ai gagné ce prix-là probablement parce que j'étais un motivateur avec les gens autour de moi. Et ça m'a habité pendant un certain temps, ben, encore aujourd'hui. Et plus tard, en fin de compte, je deviens physio. Et là, comme physio, en fin de compte, je développe des outils, je fais un résumé de notre cursus universitaire que les étudiants photocopient année après année. C'était mon premier petit livre finalement que j'avais ramassé tous les trucs de l'université pour construire quelque chose. Et je deviens physio, je travaille dans une clinique, on m'offre de l'actionnariat dans la clinique. Et là, c'est le début justement de l'entrepreneuriat en fin de compte. Et on m'offre cette opportunité-là parce que finalement, ben, je suis très proactif, j'ai plein d'idées et ainsi de suite, mais je ne me suis pas construit. Je suis devenu actionnaire d'une entité et j'ai Mhm. commencé à avoir des rôles de gestion de plancher, gestion des humains à l'intérieur de l'entreprise parce que anciennement, ben, j'étais comme un peu un directeur clinique, donc c'est moi qui rencontrais les personnes pour les augmentations de salaire, pour Mhm. l'amélioration continue et ainsi de suite, et je me suis construit à travers tout ça. Donc là, en 2008, je crée la clinique du coureur et ce que ça fait finalement, c'est que là, tu es confronté quotidiennement à ben, qu'est-ce qu'on fait parce qu'on a besoin d'engager quelqu'un, combien on se paye comme salaire, comment on génère de la richesse, c'est quoi nos projets. Et là, tu touches à tous les pans de l'entrepreneuriat parce que tu démarres une entreprise. Mais démarrer une entreprise, c'est pas c'est pas se construire comme entrepreneur en disant je suis un entrepreneur, donnez-moi quelque chose à faire et je vais faire de Ouais. l'entrepreneuriat. C'est que moi, j'avais une passion d'enseigner les bonnes pratiques en physiothérapie. J'avais un cours et là, dans ce cours, ben, je dis à ma blonde, Isabelle, j'ai dit, écoute, j'ai quelque chose qui va faire le tour du monde. Les pratiques sont tellement en retard sur la science aujourd'hui en physiothérapie et on a des Mhm. choses qu'on fait qui sont complètement aberrantes que je vais pouvoir bien expliquer comment quantifier le stress mécanique et ainsi de suite. Et là, je suis conscient que les outils que j'ai développés en clinique vont être des outils que je vais pouvoir partager avec mes collègues physiothérapeutes. Et donc, je Mhm. monte une formation qui est donnée d'abord au Québec, ensuite au Canada, puis ensuite partout dans le monde. Donc, maintenant, on enseigne dans 15 pays. Et on a plus de 50 enseignants qui enseignent ces cours-là en plus. On est 82 maintenant à l'intérieur de la clinique Ah du ouais. coureur Fort. à intervenir, à enseigner, à gérer, etc. Ok. Mais en Wow. fait, toute cette partie-là s'est construite à travers le temps. Et en Mhm. parallèle de la clinique du coureur, ben, j'étais actionnaire de PCN, Physiothérapie et Médecine du Sport, qui est comme une entité au début de 4 cliniques, mais maintenant on en a 15. Et ça s'est construit aussi à travers le temps. Et depuis, je dirais, une dizaine d'années, là, l'entrepreneuriat prend vraiment beaucoup plus de place dans ma vie. Et je suis coaché aussi en entrepreneuriat, c'est-à-dire que je suis dans des groupes d'affaires, j'ai un mentor en fin de compte qui me guide sur toutes mes zones d'ombre et c'est Louis Samuel Jacques en fin de compte je suis dans un groupe Tech V-Stage et dans des clubs d'affaires en plus et en fin de compte, ben, on se construit, je me construis comme entrepreneur en allant chercher plein d'informations partout. Et ça fait partie maintenant de ma formation continue que de pas que faire de la physiothérapie, mais aussi de l'entrepreneuriat. Ok. Donc voilà, Ouais. circonstances, chance, proactivité, désir d'évoluer, et puis Mhm. voilà, c'est là que je suis rendu aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a un moment où tu as douté quand tu as créé la clinique du coureur? Quand je dis doute, c'est peut-être, tu vois, tu lances, au final, tu ne savais pas si ça allait vraiment fonctionner. Est-ce que voilà, tu as eu un moment où tu t'es dit, Pouah, est-ce que j'ai fait le bon choix parce que X ou Y raison? Ou est-ce qu'au final, tu peux dire aujourd'hui que ça a quand même toujours été plutôt fluide et que la croissance a quand même été toujours assez positive? En fait, ça dépend de notre nature profonde, mais je suis de nature très optimiste et Ouais. je suis de nature très positive dans tout ce que je fais. Donc, quand je décide d'écrire un livre, je pense pas que ça va me prendre 2 ans Ouais. et que ça va être une charge de travail énorme que je vais mélanger à toutes mes obligations, de voir des patients, de publier des articles scientifiques, de faire de l'enseignement, de m'occuper de ma famille, puis bon, etc. Tu sais, j'ai pas cette notion-là. Et a Mm. posteriori, si tu me dis, OK, est-ce que tu veux écrire un livre encore? Je te dirais, ah non, finalement, non, Peu j'irai pas compliqué. là.
OK? Ok. Donc, oui, il y a des moments où tu te lances dans le vide et là, tu te dis, bon, ben, on verra comment ça va. Et quand tu es dedans, ben, tu travailles pour avancer et finalement, ben, la charge est ec- beaucoup, beaucoup supérieure à ce que tu supposais. Ouais, Donc, oui, ça, c'est sûr. ouais. Après, il y a un adage, une citation entrepreneuriale qui dit fail fast, fail often, fail forward. Tombe vite, de pas trop haut, relève-toi, puis continue d'avancer. OK? Mhm. Et si tu veux avancer en entrepreneuriat, d'avoir une vision qui est énorme et de ne pas prendre les bouchées une par une, va faire en sorte que des fois, ça ne marchera pas. Et tu n'auras pas le courage non plus de te lancer si tu le vois trop gros. Ouais. Donc moi, j'avais une vision qui était très grande, je vais dire. Tu sais, au début de la clinique du coureur, je me suis dit, écoute, j'ai du contenu que je trouve vraiment intéressant pour les professionnels de la santé. Je pense qu'il faut que j'aille partout dans le monde pour enseigner ces choses-là. Et Mhm. puis, ben, peut-être qu'un jour, je ne serai pas suffisant tout seul, donc je vais avoir d'autres enseignants qui vont enseigner avec moi parce que je crois vraiment à ces concepts d'enseignement qu'on met de l'avant. Mhm. Euh, mais initialement, même si j'ai cette vision-là qui est dans le coin de mon cerveau en petit, la première étape, c'est de dire, ben, je vais donner un cours à Paris, à telle date, et là, tu fais tout pour que ça marche. Et Ouais. ça marche, et là, à un moment donné, tu en ouvres un deuxième, puis à un moment donné, tu rencontres des gens qui t'aident, et à un moment donné, tu réalises que tout seul, tu vas pas très loin. Ça va très Mhm. vite, mais tu vas pas très loin. Et que quand tu es enrichi d'autres personnes et leur créativité, leur intelligence et leur manière de faire, leur expérience, ben, enrichis ton propre toi pour faire en sorte que tu aies collectivement beaucoup plus de capacité. Ouais. Capacité à rayonner, capacité à donner des cours et ainsi de suite. Et c'est là que tu réalises finalement l'importance de déléguer, l'importance d'être collaboratif, l'importance de mobiliser les gens autour de toi parce qu'ils sont en train de répondre à ton propre rêve. C'est-à-dire que c'est toi qui avais comme une vision, puis que finalement ces gens-là vont enrichir tout ça et faire en sorte que ça avance. Et Ok. aujourd'hui, je regarde ce qu'on a créé avec la clinique du coureur, avec le coaching du coureur, avec PCN Physiothérapie, avec Walden Aventure, parce qu'il y a plein d'entités associées. Euh, et je constate finalement que moi, je suis une petite partie de ces choses-là. En fait, j'ai été des fois une bougie d'allumage, des fois j'ai été quelqu'un qui a guidé les gens pour se structurer en équipe. Mon implication dans les entreprises aujourd'hui est beaucoup plus sur la culture, sur les processus, sur comment on prend une décision. Mais finalement, c'est pas moi qui fais le travail. En fait, Ouais. c'est pas moi qui fais avancer l'entreprise. Donc, force de réaliser qu'à un moment donné, c'est les autres autour de toi et toute l'équipe qui est avec toi qui font en sorte que l'entreprise existe comme elle est aujourd'hui et non Mhm. pas toi qui a pris les décisions, qui a fait avancer puis qui a pris toutes les décisions pour être sûr que ça soit exactement ça. Et que l'entreprise d'aujourd'hui est construite par un ensemble de gens et c'est pas exactement ce que j'aurais pu imaginer il y a 15 ans Ouais. et c'est, je vais le dire, beaucoup mieux que ce que moi j'aurais pu faire tout seul. Ouais. Ok. Mais c'est intéressant parce que là, tu parles de gestion. Et moi, j'ai été un petit peu regarder sur notamment le site Entreprise Affranchie, etc., que je mettrai allez, dans la description du podcast parce que je trouve ce site très bien fait pour le coup. Tu parles aussi d'un type de management là-dessus, ou en tout cas, ou alors on en avait peut-être échangé par message, je pense que c'était par message. Bref, c'était le principe de bâtir une entreprise où tout le monde est son propre patron. Alors tu me dis Ouais. si c'est correct, hein, mais et ce que je trouve génial en fait, ce que je trouve génial dans le sens où c'est vraiment novateur. Alors en tout cas pour de mes yeux, on va dire de non-entrepreneur en tant que tel, mais voilà, je trouve ça vraiment novateur comme vision et ça a l'air hyper positif, hyper enrichissant. Mais je me demande quand même, comment est-ce possible euh, que tout le monde soit son propre patron? Comment, c'est très large comme question, mais comment faire? Parce qu'on aurait peur du coup des dérives, de se dire, OK, si tout le monde est son propre patron, mais il y en a qui bossent moins que d'autres ou j'en sais rien. Bon, je balance un peu ça comme ça, mais c'est pour que tu vois l'idée de mon schéma réflexif. Voilà, comment est-ce que c'est possible aujourd'hui de pouvoir dire, ben, je suis dans une entreprise où je suis mon propre patron? Alors, je vais te parler de la clinique du coureur parce que ça simplifie un petit peu l'explication de tout ça, à l'opposé de PCN qui était une entreprise qui existait, qui était très hiérarchique, qui était structurée à l'ancienne. CA décisionnel, directeur de clinique, un CA de 6 gars dont je faisais partie qui prenaient les décisions pour l'entreprise. Puis en plus, dans le CA de 6 gars, ben, il y avait 2 fondateurs
actionnaire majoritaire qui avait une voix très forte. Donc, Mhm. et qu'on a transformé vers une entreprise affranchie. Donc ça, c'est un autre game, il y a une complexité supplémentaire. Mais je vais te parler de la clinique du coureur qui s'est construite de façon très organique. Mhm. Donc, initialement, si tu me dis, Blaise, tu vas démarrer une entreprise, qu'est-ce que tu veux pour toi? Ben, moi, j'aimerais ça qu'on ne m'impose pas des choses, des vacances à des moments précis. J'aimerais ça les prendre quand j'en ai besoin. J'aimerais ça en prendre combien j'en ai besoin. J'aimerais ça pouvoir prendre des décisions parce que j'ai une bonne idée. J'aimerais ça ne pas être inhibé dans mon processus créatif et donc, de ne pas être des tueurs d'innovation comme beaucoup d'entreprises sont et Mhm. que je puisse exprimer pleinement l'ensemble de toutes mes compétences, mes idées, etc. Et là, la question, c'est si c'est comme ça pour toi, pourquoi ça ne serait pas comme ça pour tout le monde? Ouais, Tu sais, ce serait génial. Ouais. ça serait génial quand même. Ah Donc, ouais, à la ouais. clinique du coureur, on a dit, ben parfait, on n'a pas de vacances. En fait, c'est pas qu'on n'a pas de vacances, c'est qu'on prend des vacances si on en a besoin, quand on a besoin, combien on en a besoin. Donc, on n'a jamais statué sur ces temps de semaines de vacances à la clinique du coureur. Ok. Et on a décidé qu'il n'y avait pas de journée maladie. Parce que si une journée, tu es malade, ben, tu te rapportes à toi-même. Tu n'arrives pas à travailler cette journée-là. Si tu as des urgences, tu essayes de déléguer rapidement puis d'envoyer. Puis après ça, ben, tu gères ta maladie, tu nous reviens quand tu es en forme et puis tu gères tes trucs. Ouais. Et puis si une journée, tu n'as pas envie de travailler parce qu'il fait tellement beau dehors et puis tu as une activité sportive que tu as envie d'aller faire pendant toute la journée, et puis on est mercredi, ben, si tu arrives à gérer tes choses dans ton caseload, dans ton travail en fin de compte pour mettre en stand-by ce qui est, voyons, les anglicismes, excuse-moi, mais là, T'inquiète. mettre en arrêt En les pause, ouais. trucs, est-ce que Mhm. ben, tu peux aller prendre ta journée pour aller au soleil et puis pour aller faire une journée choc de trail où tu vas courir toute la journée? Ben, il faut que tu puisses le faire. Ok. Ouais. Ah, Donc, mais ouais, à la base, c'est c'est génial. c'est très simple. Fait que la clinique du coureur, parce que ça s'est construit de façon organique, ben, il y a moi qui travaille initialement, ma blonde, ma femme qui est comme enseignante à des enfants, et puis ben, en fait, à ce moment-là, quand elle recommence, elle ne retourne pas sur les bancs d'école, elle ne retourne pas en avant des bancs d'école, excuse, et elle commence à travailler pour la clinique du coureur. Donc là, on est deux. Et on engage une troisième, une quatrième, une cinquième, une dixième personne. Et au fur et à mesure du temps, ben, on se construit de façon très affranchie. C'est-à-dire, on n'a pas de vacances, on paye tant par 2 semaines, et puis tu reçois ta paye toutes les 2 semaines. Et puis, ben, si tu prends des vacances ou pas, tu continues de recevoir ta semaine. C'est toi qui gères ton plan, c'est toi qui gères tes choses. Et ça implique, et c'est là que c'est important, ça implique des gens qui vont être d'abord bien sélectionnés. Parce Ouais. que c'est sûr que si tu ne sélectionnes pas les bonnes personnes, qui ne sont pas mobilisées pour l'organisation et qui n'ont pas ce désir de faire en sorte que l'entreprise fonctionne et qui ne se sentent pas investis de l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas pour la clinique du coureur ni à la clinique du coureur, mais ils sont la clinique du coureur, Mhm. à ce moment-là, ben, si il travaille pour l'entreprise, ben, il y a bien des chances que ben, il soit détaché des résultats, détaché de la création de richesse qui est essentielle pour la pérennité de l'organisation, et que Mhm. finalement, ben, ils vont prendre 10 fois plus de vacances qu'ils pourraient en prendre parce qu'ils ont la liberté de le faire. Ouais. Donc, ça implique que les gens soient pleinement mobilisés par la raison d'être et qu'il y ait quand même des règles de pratique sur différentes choses. Ouais, On c'est ça. parlait de prendre des décisions. On n'a pas de règles de pratique sur les vacances, mais on est tous conscients qu'on veut que l'entreprise fonctionne parce qu'à la fin de l'année, on décide tous ensemble combien on se paye. Ok. Ah ouais. Ok? Donc, c'est sûr que si l'entreprise ne va pas bien, ben, c'est un problème. Ok. Bah, c'est bien, ça fédère un peu tout le monde autour de ça aussi. Exactement. Et là, ce qu'on a décidé de faire même, c'est que moi, j'étais propriétaire à 100% de l'organisation et au fur et à mesure des années, on peut faire ça en Amérique du Nord, on ne fait pas ça en France, mais on peut geler les actions pour distribuer des actions sur la plus-value de l'organisation. Mhm. Et donc, moi, qui étais propriétaire à 100%, maintenant, j'ai 20-30% à peu près, je ne me souviens plus, d'actions de la clinique du coureur. Et Ok. j'ai 9 autres actionnaires qui sont actionnaires de l'entité. Donc, ils portent l'entreprise et même s'ils sont actionnaires, ils n'ont pas nécessairement des actions au prorata de leurs actions, en Ok. partie, mais pas entièrement, parce que tout le monde contribue. Donc, même ceux qui sont non actionnaires,
qu'on contribuait à de la création de richesse doivent avoir aussi un retour de cette richesse-là. Ouais. Donc, on décide ensemble combien on se paye, on décide ensemble comment on distribue les bénéfices qu'on a fait à la fin de l'année et quel projet on va faire ensemble et ainsi de suite. Et donc, tout le monde est responsabilisé et voilà. Et ça, c'est l'histoire de la clinique du coureur qui est géniale et magique, mais on est 11 dans le corps. On est 82, mais c'est beaucoup des intervenants qui vont donner des cours. En France, ils sont quelques-uns à gérer l'entité française. Donc, ça fonctionne très bien au Québec, relativement bien en Europe. C'est toujours un peu plus compliqué l'affranchissement sur le territoire européen et français d'ailleurs que nous au Québec. Je ne sais pas trop pourquoi, il y a peut-être des raisons que j'ignore, la culture, cette relation que vous avez parfois entre patronat et syndicat et le fait de je suis patron ou je ne suis pas patron, je suis des ordres versus je veux les recevoir. Et voilà. Mais au Québec, on a beaucoup plus d'agilité à jongler avec ces concepts-là et ça marche très bien. Ah, mais franchement, c'est une vision, quand tu l'exposes, qui semble tellement plus naturelle que celle qu'on a actuellement et qui pourtant n'est appliquée. En tout cas, moi, c'était la première fois. Après, comme je dis, je ne suis pas non plus spécialisé dans l'entrepreneuriat, mais c'est la première fois que je voyais ce type de vision vraiment explicité comme ça, en tout cas sur le site. Et puis là, comme tu nous en parles. Et moi, c'est une des raisons pour lesquelles, personnellement, j'ai fait le choix de ne jamais être salarié, par exemple. Enfin, moi ici, il faut savoir que j'habite et j'exerce en Belgique, donc je parle au nom de la Belgique, mais parce que je supportais pas le fait d'avoir vraiment tout le temps quelqu'un au-dessus de moi qui me disait quoi faire. Bon, tant que c'est bienveillant, ça va, mais j'avais l'impression qu'il y avait toujours un moment où ça devenait un petit peu, il y avait toujours un petit peu on va dire un débordement dans on va dire ce rapport de subordination. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis totalement indépendant. Et même si c'est moins évident, je trouve, financièrement, au niveau de la stabilité qu'un salariat, c'est ce qui attire beaucoup de monde. Tu as ton 13e mois, tu as ton machin. Et ben moi, c'est cette liberté que tu décris ici dans l'entreprise que tu as créée. Moi, c'est cette liberté-là que je recherche aussi en tant qu'indépendant. Même, voilà, si j'étais amené à travailler avec des personnes, etc., c'est ça que je cherche aussi. Et donc, je trouve ça hyper sain comme vision. Mais comme tu dis, et je me doute, il ne faut pas se tromper sur les personnes que tu recrutes parce que, pour le coup, je pense même que, enfin, je ne sais pas, après, est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi des... Vu que tout le monde est un peu égalitaire, il faut avoir une équipe saine qui ne commence pas à regarder ce que fait l'autre et comparer, et dire non, mais moi, j'ai fait un peu plus, donc je vais être payé un peu plus. Et ça, je me doute que c'est aussi peut-être des choses qui peuvent... je ne dis pas qu'ils arrivent ici chez vous, hein, mais qui pourraient arriver dans ce genre d'entreprise, quoi. Certainement. En fait, ça nécessite une grande confiance en ses collègues. Ça, c'est la première chose. Donc là, tu as nommé beaucoup de choses. J'ai plein d'idées à échanger. Mais la première chose, dans le recrutement, on a créé le soft skill fitting. Donc, comment on sélectionne les individus. On sait que les compétences du curriculum vitae, c'est-à-dire les compétences qui sont très techniques, qui sont j'arrive à faire telle chose ou telle chose, ne traduisent absolument pas des compétences humaines de l'individu. Et on sait que quand on engage quelqu'un aujourd'hui, ben, ça va être 80% à la clinique du coureur, c'est 80% sur les compétences humaines, c'est 20% sur les compétences techniques et autres. Parce qu'on va vivre avec cette personne-là, parce que cette personne-là, en fin de compte, on a besoin d'avoir des compétences particulières. Il faut qu'elle soit créative, il faut qu'elle soit capable de s'autogérer, il faut qu'elle ait ce désir de faire évoluer l'organisation. Donc, on a des critères précis. En fin de compte, quand on engage quelqu'un qui ne sont pas des compétences techniques, mais des compétences beaucoup plus humaines. La deuxième chose, c'est que si tu veux que quelqu'un soit performant dans ton organisation, il faut que cette personne-là soit capable d'être sur son X. C'est-à-dire qu'on a fait un autre outil qui est définis ce que tu aimes dans la vie et ce dans quoi tu es bon. Et il faut que minimum 60% de ton temps, tu sois sur ton niveau de compétence. C'est-à-dire, j'aime et je suis bon. Et plus que ça, si jamais tu es entrepreneur, il y a une troisième catégorie, un troisième axe qui est je crée de la valeur pour l'organisation. Okay.
Et en fin de compte, c'est que si tu es sur ton X, puis que finalement les trucs que tu n'aimes pas et que tu n'es pas bon, tu les as délégués ou tu en as juste une petite proportion dans ta journée, ben, tu as bien plus de chances d'être productif pour l'organisation. Tu as beaucoup plus de chances d'être heureux, d'être content de travailler pour l'organisation. Imagine que la moitié de ton travail, c'est quelque chose dans lequel tu n'es pas bon puis que tu n'as pas d'intérêt, ça ne marche pas. Ouais. Donc, à chaque année, chacun des membres de l'équipe définit son X pour être sûr de se retrouver sur son X et de faire en sorte, en fait, que tout le monde soit heureux puis tout le monde soit à la bonne place. Ouais, bah, je trouve. Et Ouais. tu dis tout le monde est son patron. J'aime dire qu'on n'a pas de hiérarchie à la clinique du coureur, mais en fait, compte, il y en a une. Et c'est une hiérarchie d'expertise. C'est pas Ok. une hiérarchie posturale, c'est pas parce que je suis le fondateur, parce que je suis le principal actionnaire, parce que, etc., que j'ai plus de pouvoir décisionnel que quelqu'un, que j'ai un pouvoir d'inhibition des idées des autres ou de l'innovation des autres ou des propositions des autres. Mais on a une hiérarchie d'expertise. Et on définit l'expertise comme étant les connaissances plus l'expérience multipliées par la réflexion. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, moi, j'ai une interrogation sur quelque chose, ben, je sais, par exemple, que en communication, c'est Mélanie qui est notre experte des communications. Donc, je vais m'adresser à Mélanie parce qu'elle a, d'une part, beaucoup plus de connaissances. D'une autre part, elle a plus d'expérience parce que c'est son travail. Mais en plus, elle a une réflexion qui est beaucoup plus élaborée que la mienne sur des manières de faire de la communication, puis de pouvoir vendre notre produit, puis ainsi de suite. Donc, Ok. cette hiérarchie d'expertise amène les bonnes personnes à l'idée les projets dans lesquels ils ont le plus de compétences. Et non pas, je suis le PDG et c'est moi donc qui prends les décisions. Et en prenant les décisions, ben, c'est sûr que je prends des décisions dans lesquelles je n'ai pas toute l'expertise d'autres personnes. Et en plus, je Mhm. crée des inconforts parce que ces personnes qui ont de l'expertise disent, ouais, mais pourquoi il veut faire ça? Ouais. Donc, c'est redonner du pouvoir à tous ceux, en fin de compte, qui ont de l'expertise dans l'organisation. Ouais, donc en fait, il faut. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que parfois on a tendance à croire que l'entrepreneuriat c'est quelque chose de solitaire, de se dire ok, on est seul et on fonce. Mais là, de ce que j'entends, en fait, il faut pouvoir aussi déléguer et se concentrer sur nos compétences les plus fortes pour pouvoir déléguer et au final s'entourer que de personnes qui ont chacune des compétences dans des domaines que nous on maîtrise moins. Et au final, avec ça, je me doute que tu as une équipe qui est forte un peu dans tout, mais tu peux pas. J'ai pas l'impression que nous, en tant qu'humains singuliers, on peut être bon dans tout. Enfin, c'est Exact. compliqué. Donc, et pour revenir sur ce concept du X que je trouve, enfin trouver son X, que je trouve fabuleux dans le sens où ça fait écho pour moi à un concept que j'avais vu il y a quelques années et qui m'a pas mal aidé, le concept de l'ikigai, qui est en fait réunir ce pourquoi tu es doué, ce que tu aimes, ce pourquoi tu es payé et ce dont le monde a besoin entre gros guillemets. Et moi, Ouais. en fait, j'ai l'impression que ça rejoint pas mal ça parce que, et personnellement, ça m'avait pas mal aidé à un moment où ben, je faisais à titre personnel que du cabinet, par exemple, en tant que kiné. Et il y avait un truc qui allait pas. Je me disais, je suis pas 100% heureux comme ça, alors que j'avais plein de potes qui l'étaient très bien, hein. Ils me Ouais. disaient, bon, quel est mon souci en fait? Parce que j'ai quand même fait des études de kiné, c'est pour être en full-time kiné normalement. Et en fait, en faisant un petit peu ce cheminement de l'ikigai, et je pense que j'aurais pu trouver un peu un cheminement similaire avec le trouver son X, eh bien, je me suis rendu compte que j'avais aussi envie de partager des choses avec des kinés qui voudraient apprendre des choses. C'est pour ça que j'ai créé mon compte Instagram, etc. Et au final, je me sens beaucoup plus épanoui dans ma vie professionnelle maintenant, grâce à tout ça. Mais je suis plus du tout kiné à plein temps, par exemple. Et donc ça, je pense que c'est aussi, je dis ça pour les kinés qui nous écoutent, qui se diraient peut-être, ben, moi en fait, je me sens peut-être pas heureux ou heureuse en full-time kiné, ben, en fait, se dire que c'est pas grave, mais qu'il faut faire ce cheminement de se dire, ben, essayer de trouver ce dans quoi on a envie de pousser la chose et ce pourquoi on est doué ou on pense être doué. C'est pas évident, mais ça me fait en tout cas, ça me fait écho et ça me parle pas mal cette histoire de trouver son X et je trouve ça très bien que vous le fassiez comme ça. Ouais. C'est super chouette. La deuxième étape du X, en fin de compte, c'est de le faire individuellement, qui est une introspection complexe pour certains. Ouais. C'est-à-dire que tu t'assois devant une feuille puis tu dis, OK, voici tout ce que je fais dans ma journée, dans ma semaine. Où est-ce que ça se situe pour réaliser parfois que tu es en dehors de ton X complètement. Donc, il y a une vraie introspection complexe à faire avec soi-même
qui en plus devrait être fait annuellement parce qu'on change dans le temps. Donc moi, mon X, à chaque année, ben, il se modifie, il y a des choses que je ne veux plus faire, que je délègue. Puis tu sais, la problématique, c'est que quand tu as des choses que tu n'es pas bon, c'est assez facile de déléguer, de dire, bon, mais je ne veux plus faire cette partie-là. Quand il y a trop de choses sur lesquelles tu es bon, il faut quand même y mettre une hiérarchie, de dire, OK, moi, il y a beaucoup trop de choses qui me passionnent dans la vie pour pouvoir tout faire ce que je veux. Donc, Ouais. j'ai décidé de réduire mes journées cliniques. Là, je fais une journée clinique, plus des évaluations dans les formations et tout. Ouais. Je ne veux pas enlever cette journée clinique, mais je suis passé de 5 à 4 à 3 à 2 à 1 parce qu'il y avait trop de choses qui me passionnaient que je voulais faire avancer, que ce soit Mm. l'entrepreneuriat, la science, l'enseignement et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est de partager son X avec son environnement. Parce que quand tu le partages avec tes collègues et qu'ils savent c'est quoi ton X et que toi, tu sais c'est quoi leur X à eux, ben là, il y a des compléments qui peuvent se faire. Et là, on trouve, par exemple, à la clinique du Coureur, on est en binôme. Donc, si jamais il y en a un qui part demain, ben, on sait que le travail va continuer de se faire. Ouais. Et puis, ben, en connaissant le X de chacun, je sais par exemple qu'il y en a j'en ai un dans l'équipe qui s'appelle Emmanuel, il adore faire de la création, des capsules Reel, c'est lui qui fait toutes les capsules Reel de la clinique du coureur. Et puis, ben, il aime ça, mais c'est pas dans sa définition initiale de ses tâches, mais il aime ça. Donc, il est en train de se développer une petite expertise et ça va modifier son X. Il va se garder une demi-journée par semaine pour construire, faire du montage, faire différentes choses comme ça. Ben, ouais, c'est ça. Et ben, franchement, moi, ça a été un peu pareil. C'est pas pour revenir toujours à moi, mais je trouve que c'est intéressant de partager des anecdotes où au final, au début, je me disais, je vais faire plus que, je sais pas moi, je vais me prendre deux demi-journées par semaine pour faire plus de la création de contenu sur les réseaux, etc. Et au final, aujourd'hui, je fais mi-temps, mi-temps. Mais il a fallu du temps avant d'accepter même cette idée de me dire, bah oui, en fait, je suis pas né que pour être kiné, par exemple, en Hmm. full-time. On peut être né pour faire kiné et puis partager de l'info ici sur la kiné, etc. Et moi, aujourd'hui, ben, ici, avec Full Physio, on m'aurait dit il y a 2 ans, ah, tu vas faire un podcast, etc. J'aurais dit, bah non, attends, t'es fou. Je suis très extraverti socialement, mais sur les réseaux, je suis, à part sur mon compte, là où je me montre beaucoup forcément, mais sur mes comptes privés, je poste jamais rien. Donc c'est un truc qui, je pense, ça se construit aussi. Et on m'aurait dit ça il y a 2 ans, même que je serais là avec toi en train de faire un podcast, j'aurais dit, mais ouais, arrête un peu. Et en fait, je trouve que le process, il faut l'accepter, que voilà, c'est pour revenir à ce que tu disais là tantôt, de prendre des petits bouts et de voir où ça te mène aussi. Et moi, c'est comme ça. Voilà, j'ai commencé par mon petit compte Insta où j'ai fait un post où il y avait ma mère et ma femme qui ont liké. Je dis pas qu'aujourd'hui je suis suivi par 4 millions de personnes, mais on va dire que j'aurais jamais pensé, même qu'un jour plus de 10 000 personnes me suivent. Et j'en suis super fier. Mais donc, je pense que voilà, c'est hyper intéressant de parler de ça. Et c'est pour ça que je veux qu'on parle de ça aussi, parce que ça peut faire écho aux kinés qui nous écoutent et que c'est pas réservé que aux gens qui font de l'entrepreneuriat hors kiné, on va dire. Exact. Donc voilà, je trouve ça hyper intéressant. Et ici, on a parlé un petit peu de trouver son X. Je ne sais pas si tu voulais peut-être rajouter quelque chose ou pas spécialement. Ben, tu parlais des outils on a 8 outils sur entrepriseaffranchie.org. Ouais, Des outils qu'on a définis avec le moi. Je vous ai parlé du soft skill fitting puis du X. Ça, c'est le moi dans l'organisation. Après ça, on a le nous. Après ça, on a le client. Puis après ça, on a la communauté. Donc, on a développé 2 outils pour chacun de ces 4 sphères. Un outil qui est pour l'interne, donc exemple le soft skill, c'est pour nous, c'est pour le recrutement et ainsi de suite, et les outils qui sont pour l'externe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on émet à l'externe, et le X, en fin de compte, ben, c'est pour l'individu, mais n'importe qui peut faire son X, et voilà. ok. Et je te parle de ces outils-là parce que dans les outils, en fin de compte, il y a entre autres dans le nous, c'est comment on prend des décisions à l'intérieur de l'organisation. Parce que tu sais, tu me posais la question au début, OK, mais si tout le monde peut être patron, tout le monde peut prendre n'importe quelle décision comme ils veulent, comment ça marche? Donc là, Mhm. on a quand même un cadre qui est assez bien défini. Quand on veut prendre, en fait, c'est pas qu'il n'y a pas de patron dans l'organisation affranchie, c'est que tout le monde est patron. Donc tout le monde a la possibilité de prendre des décisions avec un processus bien défini. Ouais. La première, c'est que quand on prend une décision, elle est toujours en fonction du bien commun.
Le bien commun qui est défini comme le client satisfait, l'employé heureux et l'entreprise pérenne. 3 sphères qui sont indissociables les unes des autres parce que si tu en enlèves une, ton entreprise s'écroule. Et donc, chaque fois qu'on prend une décision pour l'organisation, il faut toujours réfléchir, est-ce que le client va être plus satisfait, est-ce que l'employé va être plus heureux et est-ce que l'entreprise va être pérenne dans le temps, c'est-à-dire est-ce que je vais créer de la richesse ou est-ce que je vais avoir une image de marque forte, est-ce que je vais avoir une marque employeur qui va être plus consistante. Donc, c'est toujours de se poser la question, en regard du bien commun, est-ce que ce que je veux faire aujourd'hui, c'est adéquat ou pas? Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que tu es patron. Donc, tu as la possibilité de prendre la décision, mais tu as 2 choses à faire. Il faut que tu consultes les experts qu'on a définis tout à l'heure et il faut que tu consultes les concernés. En consultant et les concernés, les experts, après ça, tu as la responsabilité, tu as la possibilité de prendre la décision que tu veux. Tu n'es pas obligé de suivre les experts. Tu peux prendre la décision que tu veux, mais tu es imputable de cette décision-là. Ouais. Et en fait, si jamais tu dis, écoute, là j'ai un gros projet, je pense qu'on devrait faire telle chose comme organisation, et là tu veux partager ton imputabilité avec l'ensemble du groupe pour ne pas porter toute la responsabilité de la décision que tu vas prendre, tu peux demander un consentement collectif pour la décision que tu vas prendre. Et ça aussi, c'est un processus qui est très bien défini. Ok. J'amène quelque chose sur la table, je dis, je voudrais faire un nouveau cours sur le sommeil. Donc, j'amène ça sur la table et puis là, on me soulève les zones d'ombre. OK, mais quand est-ce que tu veux le publier? Combien de temps ça va prendre? C'est qui travaille? Et ainsi de suite. On construit un libellé numéro 2 qui est plus précis, qui est parfois qui est évolutif. Donc, OK, on construit un cours sur le sommeil, mais c'est un cours de 4 heures plutôt que 8 qui va être disponible seulement l'année prochaine parce que là, on est tous trop occupés. Et on va engager telle et telle personne qui sont les experts sur le sommeil, et ainsi de suite. Je donne un exemple Ouais. pas si farfelu, mais quand même. Et en fait, à partir de ce moment-là, le libellé 2 est proposé par le collectif, par l'intelligence et la créativité collective. Et là, on vote par consentement. Donc, le vote par consentement, c'est je suis d'accord avec la proposition ou je peux vivre avec. C'est-à-dire, ce n'est pas mon idée, ce n'est pas celle que j'aurais choisie, mais je peux vivre avec l'idée collective, avec la proposition 2 qui vient du collectif. Ok. Et j'ai le droit aussi d'avoir une objection. Et si Ah, j'ai ok. une objection, je peux avoir une objection pas en regard de moi, mais en regard d'un recul pour l'organisation. Et j'ai donc à débattre que c'est un vrai recul pour l'organisation. Ok, C'est-à-dire il faut qu'on est justifier. vraiment dans un argumentaire où si jamais j'ai une objection sur ce que quelqu'un veut faire, que je ne peux pas vivre avec, c'est pas parce que moi ça me convient pas, parce que moi je suis pas content ou que moi ça va réduire mon salaire ou etc. C'est parce que ça amène un recul pour l'organisation et on pense encore une fois de plus au collectif plutôt qu'à nous comme individus. Ouais. Donc ça veut pas dire sans patron, ça veut pas dire sans règles, quoi. C'est vrai que Exactement. on pourrait facilement penser ça en se disant ouais, le gars il prétend monter une entreprise sans règles, c'est la foi. Je pense ouais, donc il y a des règles, mais au final ce sont des règles qui, quand tu me les exprimes, sont logiques et très saines en fait. Et donc et j'aime beaucoup le fait de pouvoir dire je peux vivre avec, parce que j'ai l'impression que ça va peut-être pousser les gens à se dire, ben, en fait, à prendre un peu de recul, parce qu'on a tendance peut-être à dire, ben, en fait, ça me plaît pas trop, oh, allez, objection. Ben là, cette option intermédiaire, ça aide peut-être à se calmer un peu en se disant, ben, oui, en fait, oui, je peux vivre avec, c'est pas un drame. Et Mm. je me doute que ça doit peut-être même faciliter aussi les choses et que tout le monde ait l'impression d'avoir pu donner aussi son avis. Parce que si c'est oui ou non sans nuance, c'est un peu plus compliqué, je pense. Effectivement. Donc, Ouais. ok, donc il y a quand même un process et c'est quand même bien cadré. Donc ça, c'est quand même bon à préciser. Ouais. Et tu sais, juste pour... on a les 10 pratiques collaboratives de la clinique du coureur que vous pouvez retrouver sur le site d'Entreprise Affranchie où on a Ouais. détaillé l'ensemble de tous ces points-là. Donc, quelqu'un qui a le désir de... Puis je te prends Augustin comme exemple. Présentement, tu es travailleur indépendant, tu travailles pour toi, mais tu travailles avec des collègues, tu travailles avec d'autres gens. Ouais. Et à un moment donné, ben, si l'équipe grossit, si jamais ça prend de l'ampleur, ben là, tu vas être confronté à des petits défis de gestion, d'entrepreneuriat. Et là, tu devras commencer à cadrer différentes choses, puis à dire, OK, comment on prend une décision?
C'est moi le grand patron, je prends la décision, c'est comme ça. Ou ben, j'utilise l'intelligence et la créativité collective. On prend une décision ensemble qui va être beaucoup plus mobilisante pour le groupe, qui va faire en sorte que les gens vont se sentir beaucoup plus investis du travail qu'ils doivent faire pour faire avancer l'organisation parce que tu leur as donné une place. Et c'est un peu ça. En fait, c'est que même si on le prend à l'inverse, si j'ai quelqu'un qui me dit non, non, mais moi, je suis actionnaire, je veux créer de la richesse, je veux prendre les bonnes décisions, ben moi, je pense que d'avoir des gens qui sont plus mobilisés dans ton organisation, qui vont travailler davantage pour le succès de ton organisation, mais qui en même temps sont conscients de cette création de richesse nécessaire pour faire des projets, etc. Eh ben, moi, je pense qu'affranchir une compagnie, la libérer, en fin de compte, des processus entrepreneuriaux classiques, va faire en sorte, en fin de compte, que tu vas créer davantage de richesse. Ouais, mais c'est vraiment jongler hein, entre... parce qu'en fait, pour que les personnes qui travaillent avec toi se considèrent, enfin, travaillent comme si c'était leur entreprise, ben, en fait, il faut leur donner le change aussi. Je pense que c'est difficile d'imposer. En fait, je pense que ça va dans les deux sens et tu peux pas imposer à quelqu'un. Moi, demain, tu viens vers moi, je sais pas, moi, j'intègre un cabinet, on me dit, écoute, maintenant, tu vas bosser ici comme si c'était le tien. Je fais OK, mais qu'est-ce que j'ai en échange aussi? Est-ce que j'ai plus d'avantages que si je bossais dans le cabinet du coin? Ou est-ce que tu me prends quand même, je sais pas moi, 25% de rétrocession? Est-ce que j'ai des actions dans le cabinet? Il y a aussi tout ça. Alors évidemment, on bosse en bon père de famille dans tous les cas, mais comme tu dis, enfin comme je dis, je pense que si on impose ça, enfin si on suggère OK, tu bosses comme si c'était la tienne, bah ouais, il faut la contrepartie et c'est ce que vous avez l'air de donner, donc c'est top avec les actions, etc. La possibilité en tout cas que tu n'aies pas tout gardé pour toi, par exemple dans la clinique du coureur, il n'y a rien de plus motivant en fait. Tu ne peux pas considérer que c'est ton entreprise si on ne t'autorise pas à avoir autant d'avantages que si c'était vraiment la tienne. Ouais. Toi, pour aller dans ce lot-là, l'actionnariat à l'intérieur de la clinique du coureur, c'est à travers le temps, je me suis dilué. Donc, on a gelé les actions, puis j'en ai donné à différentes personnes. Je dis bien donné parce qu'ils ne les ont pas achetées, parce que c'est sur la plus-value organisationnelle. Ouais. C'est sur le futur. Mais là, on a créé une société immobilière où on a acheté, on a fait des chalets locatifs pour faire des expériences et pour différentes choses. Et là, on a décidé que les 10 personnes de la clinique du coureur étaient tous propriétaires à 10%. Donc, tous égaux. Génial. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des profits de la clinique du coureur pour ingérer, pour mettre ça dans la nouvelle société immobilière, pour pouvoir créer quelque chose collectivement qui va être notre retraite future. Donc, on a créé quelque chose, en fin de compte, collectivement. Et là, tout le monde contribue. Il y a quelqu'un qui le gère beaucoup plus que les autres parce qu'il a une expertise en immobilier, qui est Yves. Mais tout le monde a contribué finalement à ce projet-là. Ok. Bah, c'est top. Et de par ton expérience, quelque chose qui m'intéresserait de savoir, ce serait, est-ce que ça te vient si je te demande, voilà, quelles seraient les 3 erreurs de management qu'un manager puisse faire au sein de son entreprise? Alors, est-ce que c'est transposable ou pas à ce que je vais te dire maintenant? Je ne sais pas, mais imaginons, pour que ça reste dans le domaine de la kiné, un kiné qui ouvre son cabinet et il recrute 4-5 collaborateurs. Voilà. Il est là, il veut que ça fonctionne, il se lance, c'est le stress, machin, il a un crédit, blabla. Quelles seraient pour toi, je ne sais pas si c'est répondable, des erreurs de management qui pour toi conduiraient au final, parce que c'est une petite entreprise du coup, à sa perte? Ouais. Alors, la première chose, c'est de ne pas avoir, je pense, une sensibilité à l'autre. Et on parle de ça depuis tout à l'heure, comment on intègre, comment on mobilise les gens autour de soi. Puis moi, je pense que ça, c'est une qualité d'entrepreneur en même temps que c'est un grand défaut si on ne l'a pas. Et c'est clairement une erreur dans le... Manquer de sensibilité, être centré sur soi, nourrir son ego. Et c'est ce besoin justement d'être patron, d'être boss et ainsi de suite. Moi, je pense que là, il y a quelque chose clairement sur lequel il faut être très prudent. Ouais. La deuxième chose, c'est, je dirais, en entrepreneuriat, on avance, on veut faire des choses. Manquer de courage managérial, rester dans le statu quo, pas prendre de décision. Donc, je dis pas non, je dis pas oui parce que j'ai pas envie de blesser, parce que je manque en fin de compte de courage de dire ce qui en est aux gens.
Et dans une entreprise, à un moment donné, il faut se dire, ben, là, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on échange, avec bienveillance, bien évidemment, mais dans nos pratiques collaboratives, on a un libellé qui est discussion franche et bienveillante. Mais le franche est très important. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de se dire les choses. Après, il y a des manières de dire les choses. On peut utiliser une communication non violente, il y a plein de manières de faire, mais il faut qu'on soit capable de se dire les choses. Puis, un troisième, je pourrais dire, c'est faire confiance. On a parlé de plein de choses. Déléguer, collaborer, faire confiance aux autres. Tu réalises assez vite, en fin de compte, que si tu es tout seul, tu n'arriveras jamais à faire grandir tes rêves de façon aussi importante que s'il y a plusieurs gens qui y contribuent. Donc, si tu as sélectionné les bonnes personnes, tu as une bonne sensibilité à leur perception et ainsi de suite, et après ça, tu leur fais confiance, on avance. Et puis, quand je dis on avance, c'est qu'on prend des décisions. Parce que ça, c'est l'autre chose aussi. Moi, j'en vois qui stagnent toujours à la même place parce que finalement, ils n'osent pas, ils ne prennent pas de décision, ils n'ont pas de courage managérial. Aussi, peut-être à un moment donné, de dire, écoute, on n'est pas heureux ensemble. Je pense qu'il faut que tu partes ou que je pars. C'est un des deux. Puis, à un moment donné, il faut se le dire. Ouais, c'est ça. Ok. Et c'est intéressant ce que tu dis sur la communication parce que je suis persuadé qu'il faut pouvoir aussi adapter sa communication à l'autre et qu'on s'adresse peut-être, enfin tu me dis si je me trompe, mais qu'on ne s'adresse pas à tout le monde peut-être de la même façon. Il y a des personnes qui vont être beaucoup plus sensibles à certaines choses, aux mots qu'on va utiliser que d'autres où tu vas leur dire leur cas de vérité sans filtre, ils vont dire « Ah ok, cool », tandis que d'autres vont être beaucoup plus sensibles. Et ça, j'ai l'impression qu'en tant que manager ou en tant que j'ai, en tout cas de manager au début, il faut pouvoir peut-être analyser la personne en face et savoir comment s'y adresser et pas s'adresser de façon brute à tout le monde en espérant que ça passe. Moi, j'ai eu ça par le passé où des personnes s'adressaient à moi d'une façon que moi, je n'appréciais pas, tu vois. Et donc, si la personne en face n'en tient pas compte, j'ai beau essayer de faire des efforts, etc., en fait, il y a un moment où ça ne va pas parce que on a chacun notre sensibilité aux propos, etc. Et moi, je sais que je fais assez gaffe aux mots qui sont utilisés, etc. Ça peut être un peu chiant du coup, mais je suis assez sensible à ce niveau-là. Et c'est pour ça que toutes ces histoires d'entreprises affranchies, etc., me parlent beaucoup parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une vision que je partage, que je partage parce que je la découvre maintenant, mais je trouve ça très, très inspirant. Donc voilà, je voulais aborder cet aspect communication. Ouais, puis écoute, j'ai fait des cours en communication non violente et c'était quand même très enrichissant d'être capable de commencer par nommer des faits, des choses très concrètes avant d'aller vers tes besoins et de ne pas déporter sur l'autre, en fin de compte, tes propres insatisfactions ou tes inconforts par rapport parce que dans une communication, tu es deux finalement. Puis la manière de recevoir, moi je suis quelqu'un qui reçoit assez facilement n'importe quoi, c'est-à-dire que même si tu me rentres dedans, ça me heurte très peu. En fait, je vais essayer de comprendre, je vais essayer d'analyser, puis après ça, je vais essayer de contribuer. Mais si moi, je suis comme je suis dans le recevoir, je suis dans le donner, puis que je rentre frontal à chaque fois, clairement, il y a des gens que ça marche pas. Et ça, on apprend avec le temps aussi, mais j'ai déjà été un petit peu plus frontal. Et maintenant, exception des médias sociaux, quand on échange sur il faut mettre de la glace ou pas de la glace, là, je suis frontal, mais sinon, avec justement mon entourage, les gens avec lesquels je travaille quotidiennement, c'est d'essayer de se comprendre. Après, il y en a des fois que ça marche pas. Et puis, le danger, c'est, en fait, on considère qu'on est toujours bienveillant l'un envers l'autre. Okay? Il n'y a personne qui se lève le matin pour dire aujourd'hui, je vais faire chier mes collègues, puis j'emmerde tout le monde. Et puis, donc, on part de cette prémisse-là. Mais partir du fait qu'on est bienveillant ne doit pas nous enlever de la franchise sur les problématiques qu'on vit parce que, et moi, je le vis beaucoup parce que je suis dans des prises de décision quotidiennes et nombreuses. Donc, il y a beaucoup de décisions qu'on prend pour faire avancer les organisations. Et en fin de compte, il faut avancer. Et là, c'est important d'être franc et d'être vrai et de dire les choses comme elles le sont, même si c'est fait et ça doit être fait avec bienveillance. Écoute, c'est une bonne façon, je pense, de tout doucement terminer ce podcast.
dans le sens où voilà, je vois l'heure aussi qui tourne et je pense qu'on a on a abordé pas mal de sujets. Alors honnêtement, je pense qu'on pourrait encore en discuter 2 heures, on aura encore des choses à dire sur autant sur la kiné que sur l'entrepreneuriat, parce que c'est vraiment en fait, chaque fois, on ouvre une nouvelle boîte et puis il y a d'autres sujets qui arrivent. Donc, c'est parfois dur de se dire, bon, OK, on a fait le tour pour aujourd'hui. Mais voilà, si toi, à ce niveau-là, tu n'as rien où tu t'es dit, tiens, j'ai envie d'encore parler de ça, je te propose déjà, dis-moi si tu as encore envie d'aborder une notion ou si, voilà, on a fait un petit peu le tour. On a fait le tour des essentiels, je dirais. Et ce qui est, je pense, qui peut être intéressant, c'est de partager ces informations. Par exemple, cette deuxième partie sur l'entrepreneuriat, moi, je te propose qu'on la mette sur le site de l'entrepriseaffranchie.org pour Carrément. que les Avec gens, plaisir. finalement, puissent d'abord découvrir ce qu'est l'entreprise affranchie, te découvrir toi, puis de voir notre communication. Parce que quand tu vois des outils en PDF, c'est pas toujours aussi clair que quand on les explique. Ouais. Donc, je pense que ça pourrait valoir la peine. Donc, voilà. Moi, je suis pour, et même avec Full Fusion, on est pour le partage et la collaboration. Donc, on est toujours hyper content quand voilà, on peut partager comme ça de l'information utile. Donc, bien évidemment que ce serait vraiment chouette. Écoute, je voulais déjà, avant d'oublier, mais te remercier d'être passé aujourd'hui. C'est vraiment, et je ne le dis pas pour te jeter des fleurs, mais c'est vraiment un petit honneur pour moi d'avoir pu te rencontrer, même virtuellement, mais parce que tu as vraiment un parcours qui m'inspire beaucoup. Et voilà, les formations, etc., c'est quelque chose que je suis de très près. Donc voilà, vraiment, merci beaucoup pour le temps. Ça fait quand même 2 heures qu'on discute. Le temps que tu m'as accordé. J'ai appris pas mal de choses. C'était super intéressant. Et puis d'habitude, je dis aux gens, allez suivre sur les réseaux sociaux, mais je pense que j'ai presque même pas besoin de le rappeler. Mais si, évidemment, pour vous former en course à pied, mais pas que, voilà, la clinique du coureur, c'est quand même la référence. Donc voilà, je sais même pas quoi dire de plus. Mais en tout cas, merci Blaise. Merci beaucoup d'être passé ici sur Entendons. C'est vraiment un plaisir. Merci Augustin, c'était très cool. C'était vraiment le fun. Et moi, j'aime beaucoup déborder de la physio pour aller vers les humains, les échanges, la collaboration, l'entrepreneuriat. Donc, c'était très le fun. Ah, trop bien. Écoute, au plaisir de se recroiser virtuellement ou peut-être un jour si je passe au Canada. Bon, pas tout de suite. On sait jamais. Écoute, tu peux venir faire le 2.0 au Canada pendant 9 jours chez nous directement là. C'est très cool. Trop bien. Allez, écoute, je te souhaite une très très belle journée et puis à très bientôt. Au Salut, plaisir. Blaise. Ciao, Salut ciao. Augustin. Ah, et avant que tu partes, voilà un petit message simplement pour te remercier, pour vous remercier, parce qu'on espère quand même qu'il y aura plus qu'une personne qui va nous écouter. Mais voilà, pour votre soutien, parce que si vous êtes en train d'écouter ce petit message affectif, c'est que vous avez écouté le podcast en entier ou que vous avez été directement à la fin. Mais dans tous les cas, c'est que vous nous suivez, que vous aimez, j'espère, notre travail. Et donc voilà, ça va être un petit peu bateau, mais si on peut vous demander encore une chose, c'est simplement de nous mettre peut-être 5 étoiles sur Spotify ou en tout cas sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes, ou bien un like sur YouTube, tout ce que tu veux. En gros, juste nous montrer ton soutien et ton appréciation de notre travail au travers de ce que la plateforme te permet de faire, que ce soit aussi en partageant autour de toi pour faire connaître le podcast. Voilà, c'est vraiment des choses qui... Quand on est auditeur, on ne se rend pas compte. Moi, personnellement, j'écoutais des podcasts avant d'en créer et je ne me rendais pas compte quand ces messages arrivaient. Je me disais, bon, encore une fois, ils nous demandent. Mais en fait, voilà, vraiment, je peux le dire maintenant, c'est hyper important parce que, comme tu sais, tout fonctionne avec un algorithme aussi. Et voilà, la moindre petite goutte dans l'océan, que ce soit un like, un partage ou les deux, un commentaire, etc., la moindre goutte, ça peut vraiment créer, si je peux rester poétique, un océan de soutien pour nous. Donc voilà, c'était simplement un petit message pour te remercier de prime abord et aussi pour te demander si ça ne te dérange pas de noter ce podcast, si possible avec une bonne note et en tout cas des bonnes étoiles. Ça nous ferait vraiment plaisir. Et à côté de ça, on reste ouvert si tu as des suggestions, si tu as des remarques, s'il y a des choses qui t'ont plu ou pas plu dans le podcast. Vraiment, n'hésite jamais à venir nous en parler. On sera toujours ravis d'écouter tant que les critiques restent constructives, évidemment. Donc voilà. Voilà, je ne vais pas te retenir plus longtemps et je te souhaite déjà une bonne journée, une bonne soirée selon le temps où tu nous écoutes et je te dis à très très vite dans tes oreilles. Ciao, ciao.